Bonjour les amis, alors le mardi 11 février, j'ai présenté une initiation, une approche du traitement photo, et pour une raison au club, et pour une raison que je n'ai pas compris, l'enregistrement que je voulais faire de mon écran et de ce que je racontais n'a pas fonctionné, on m'entend très bien mais on voit rien, l'écran est noir. Donc comme je voulais quand même que tout le monde puisse en profiter, même les absents, et que tout le monde puisse le revoir quand il le voulait, bah, j'ai décidé de refaire la présentation chez moi sur mon écran. Là, je sais que ça marche. Voilà, bon, il n'y aura pas les questions, il n'y aura pas l'intérêt du direct, mais au moins vous aurez le même speech, les mêmes explications. Donc, les objectifs de cette présentation, celle-là et puis celles qui suivront si le sujet vous intéresse, j'ai deux objectifs. C'est un, de montrer que contrairement aux idées reçues, traiter une photo, ça prend pas des heures. En 3-4 minutes, on peut passer d'un cliché banal à une photo qu'on a envie d'accrocher au mur, sachant un petit peu comment faire, bien sûr, en ayant la bonne démarche. Et puis aussi montrer que c'est pas une corvée, qu'on peut prendre énormément de plaisir à voir une photo se transformer, à voir une image, une prise de vue se transformer en super image, en image qui peut être une image, je dirais une photo waouh. Et ça, c'est un plaisir immense de voir une photo qui naît. Moi, j'aime bien dire que la photo, c'est une naissance pour la photo. Donc voilà, la philosophie du traitement, c'est pas comme font beaucoup de bouger les curseurs un peu au hasard en se disant, ben, quand j'ai un truc bien, je m'arrête. Mais il y a une démarche et une réflexion pour arriver à quelque chose de correct. Et c'est ça que je vais vous montrer. Alors, avec une petite analogie, voilà, ça c'est un plan de Budapest. Imaginez un petit peu la situation que vous avez un cousin qui s'est installé à Budapest, il vous a invité, donc vous avez pris le train, vous débarquez à la gare, et puis là, manque de bol, le cousin a un souci, il ne peut pas venir vous chercher comme c'était prévu. En plus, vous n'avez plus de batterie à votre téléphone, plus de GPS, plus rien, vous êtes perdu dans une ville complètement inconnue dont vous ne parlez même pas la langue. Alors, comment faire pour s'y retrouver? Ben, la première chose à faire, c'est de savoir où on est. Alors, vous allez vers le plan et vous cherchez, tac, ici, la petite pastille qui dit vous êtes ici. Donc, vous savez où vous êtes à la gare. Ça, c'est important de savoir où on est avant de partir. Voilà, et bien ça, c'est votre fichier RAW. C'est votre image de départ, c'est la prise de vue brute, et souvent terne. C'est ce que vous avez. Donc, à partir de là, vous allez vous demander où habite votre cousin. Vous n'allez pas partir au hasard dans les rues de Budapest en vous disant avec un peu de bol, je vais passer devant chez lui, j'ai plus qu'à sonner. Non, vous pouvez tourner pendant longtemps avant de passer devant chez lui par hasard. Donc, deuxième étape, cherchez sa rue, cherchez son adresse. Alors, vous recherchez sur le plan, hop, c'est ici. Super, ça, c'est votre photo d'arrivée. C'est très important quand on part dans un traitement d'avoir une idée, même si elle est imprécise, même si après vous changez d'avis en cours de route, mais c'est très important d'avoir une idée de où vous voulez aller en partant de la photo brute, de la photo de départ. Voilà, donc on a la photo brute, qui est le point de départ, on a l'image de ce qu'on veut obtenir à la fin, au moins un petit peu, c'est le trajet d'arrivée, c'est la destination du trajet, et maintenant voilà, on peut choisir par où on va passer, et ça, c'est les différentes étapes du traitement. Alors là, évidemment, il faudra connaître un petit peu les outils, etc. Mais la philosophie du traitement, si on veut être efficace, c'est ça. Savoir de quoi on part, analyser la photo de départ, se faire une idée de où on veut arriver et savoir à peu près par où on passe. Le traitement photo, c'est un peu comme un GPS. Voilà. Donc, il y a 6 points importants dans le traitement. Mais avant d'arriver là, il faut comprendre un truc aussi, c'est que 90% de ce qui fait une photo se fait à la prise de vue. C'est-à-dire que c'est tout ce qui est immuable. Quand vous choisissez un angle de prise de vue, que vous vous mettez un petit peu à gauche du sujet, ou un petit peu à droite, ou que vous vous accroupissez, ou que vous choisissez de shooter le matin avec la lumière du soleil levant, ou à midi, c'est pas la même chose, ou si c'est en hiver ou en été, ou la composition, le zoom, le zoom utilisé qui va faire entrer plus ou moins d'éléments dans le champ. La vitesse que vous allez utiliser, ce ne sera pas la même chose si vous shootez une rivière, par exemple 500e, où l'eau va être figée, et si vous la shootez avec une seconde de pause, ou même plus, et pour obtenir une pause lente. Si vous choisissez un diaphragme ouvert pour avoir une courte profondeur de champ, ou plus fermé pour avoir beaucoup de netteté. Ça fait des photos toutes différentes, et ça se fait à la prise de vue. Une fois que c'est déclenché, ça, vous ne pouvez plus le changer. Aucun traitement ne pourra changer
l'angle de prise de vue, la composition de photo. Si elle est mauvaise, elle est mauvaise. Donc, soignez vachement la prise de vue, c'est 90%, peut-être même plus, 95, 98% de la réussite d'une photo, c'est à la prise de vue, c'est vachement important. Voilà. Ensuite, les 6 points importants à vérifier à chaque traitement, au début de chaque traitement, j'appelle ça le pré-traitement même, avant de commencer, c'est, alors je vous les donne en vrac et on va détailler un petit peu tout à l'heure avec des exemples. Hein. Il y a le traitement du bruit, si nécessaire, l'optique, aberration et profil d'objectif, le profil de dématrissage, la balance des blancs, la dynamique de la photo et la netteté de départ qu'on appelle la netteté de déconvolution. Voilà, je vais détailler, hein. Là c'est un terme un peu barbare, déconvolution, mais on va y revenir. Alors, on va commencer par une première photo, et on va essayer de la traiter. Alors voilà, ça c'est le brut, c'est la position de départ quand on est à la gare de Budapest. Voilà, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Et ben voilà, on voit qu'il y a des vignettages, ça déjà ça saute aux yeux. On voit que sur cette photo, il y a une belle opposition de tons entre les tons orangés des lumières artificielles ici, et le bleu de la mer et du ciel. Avec ça, on peut faire quelque chose. Les couleurs opposées, c'est un truc qui marche toujours, hein, de prendre deux couleurs qui sont opposées sur la roue chromatique. Donc on va essayer de creuser un petit peu ça, évidemment corriger les défauts comme le vignettage, mais déjà à la base, jouer sur la colorimétrie et la luminosité de cette photo là. Hein. On va baisser un petit peu la luminosité pour donner encore plus une impression de nuit. Voilà, ça c'est ce qu'on veut obtenir à la fin. Alors, dans Lightroom, puisque là on est dans Lightroom, on a essentiellement deux modules qu'on va beaucoup utiliser. C'est le module bibliothèque, c'est tout le catalogue, la liste des photos qu'on a sur le disque dur, ou du moins qu'on a rentré dans le catalogue, on n'est pas obligé de tout y rentrer, et le module développement. Alors la bibliothèque, ben, vous avez vu, hein, c'est par exemple ça, avec des données ici pour aller chercher les autres photos qui sont sur votre disque dur. Et ici, on peut mettre des mots-clés, on peut avoir les exifs des photos, etc. Si on passe dans le module développement, là, on va pouvoir traiter les photos, on va pouvoir vraiment les travailler. Alors, là, il y a un historique. Bon, voilà, j'ai déjà un petit peu traité la photo avant d'arriver. Oui, d'ailleurs, là, ça, c'est... Au départ, chez moi, il y a des actions qui sont déjà appliquées par défaut, donc c'est pas un bon exemple. Hein. Les paramètres prédéfinis, on va pas s'en occuper. Donc voilà. La première chose à faire, donc, c'est de vérifier le bruit sur la photo. Or, on voit que cette photo, on peut le voir ici, elle a été prise à ISO 64. Donc même si c'est de nuit, vous voyez, j'ai posé 1 seconde parce que voilà, il commençait à faire nuit, et malgré que j'étais à très bas ISO, ben, j'ai shooté seulement à 1 seconde. Donc le bruit, on a beau zoomer, le bruit, on n'en verra pas. Il n'y en a pas. Par contre, il va y avoir d'autres défauts, et notamment, il peut y avoir un problème on va le voir ici notamment, voilà, un problème d'aberration chromatique. Vous voyez, sur des zones comme ça, où il y a un contraste entre deux zones, il peut se produire ça, ce qu'on appelle une aberration chromatique. Vous voyez que là, à gauche, on a un ton qui est un petit peu violet, une ligne qui est un petit peu violette, et à droite, elle est un petit peu verte. Sur d'autres photos, ça peut devenir magenta à la place de violet. Ça dépend un petit peu des images. Mais, alors ça se produit pourquoi? Parce que l'objectif, les lentilles de votre objectif agissent un petit peu comme un prisme. Et vous savez ce qui se passe quand on fait passer de la lumière à travers un prisme, ça fait un arc-en-ciel. Et bien là, c'est ce qui se produit. Le long de cette ligne qui passe du sombre au clair, ça a fait cet effet arc-en-ciel, et donc de ce côté-là, ça a fait du violet, et là, ça a fait du vert. Alors comment on peut régler ça? Ben, il faut aller ici dans correction de l'objectif, et on clique supprimer l'aberration chromatique, et là regardez, ça va tout de suite disparaître. Voilà. Vous voyez? C'est radical, il suffit de cliquer là-dessus. Voilà. Ça, il faut le faire systématiquement au début de chaque traitement. Voilà, je reviens en plus d'ensemble. Et l'activation des profils de correction, regardez ce qui va se passer, la photo va faire comme un petit pop. Pof, vous avez vu? Et le vignettage a disparu en même temps. Regardez, avant, après. Voilà. Alors ça, c'est quoi? C'est que chaque objectif a ses défauts. Défauts de conception, c'est pas parfait, c'est compliqué de faire passer de la lumière à travers tout un jeu de lentilles pour arriver à faire une photo sur le capteur. Donc il y a toujours des petits défauts, ça dépend aussi de la qualité de l'objectif, mais même l'objectif le plus parfait du monde va entraîner forcément des petites déformations. Donc, et ça dépend aussi de l'appareil photo. Donc pour chaque couple appareil photo-objectif, vous avez un profil de correction. Donc il suffit de l'activer,
le logiciel va reconnaître de lui-même la marque et le type d'objectif que c'est, la marque de l'appareil photo, le type de l'objectif, il va appliquer le profil. Il se peut que cette option-là soit grisée dans certains cas, parce que dans pas mal d'appareils modernes, ces informations sont incluses au fichier RAW. Ça arrive. Donc si cette option-là est désactivée, ne vous inquiétez pas, c'est que l'application du profil de correction est déjà faite automatiquement. Voilà. Donc là déjà, vous voyez, on a gagné un petit peu en photo. Regardez, ces deux options avant. Hop, on ne peut pas la voir là, pourquoi? Je ne sais pas. Oui, c'est bizarre. C'est bizarre, on devrait la voir là. Eh ben, je sais pas. Bon, c'est pas grave. Donc, je peux pas vous faire l'avant-après si je peux vous le faire comme ça. Voilà, avant, après. Et encore là, on a le avant général du début avec l'importation. Voilà. Bon. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va aller travailler avec un truc que peu de photographes utilisent. L'étalonnage. Mais avant ça, j'ai oublié un détail, c'est donc le profil de dématrissage. Pour le profil de dématrissage, hein, je vous ai déjà présenté cette partie-là il y a quelques semaines au club. Quand vous obtenez un fichier RAW, ce sont les données brutes du capteur. Elles sont illisibles directement. Ce sont juste les informations de chaque partie du capteur, chaque pixel du capteur, la quantité de lumière qu'il a reçue, en sachant que devant chacun des pixels du capteur, il y a un petit filtre qui va faire qu'il ne capte que la lumière soit rouge, soit verte, soit bleue. Donc pour chacun par exemple, si vous avez un appareil qui a 45 millions de pixels, ben 45 millions de fois, il y aura un chiffre qui va juste représenter la quantité de lumière reçue par ce pixel, et c'est au logiciel de savoir si ce pixel correspond à du rouge, du vert ou du bleu. Et tout ça, c'est donné par le profil de dématrissage, donc il va transformer ces données matricielles du capteur en information visible pour en faire une photo. Parce qu'en fait, vous remarquerez quand on zoome sur la photo, aucun pixel n'est purement rouge, vert, bleu. Donc il y a tout un calcul qui est fait pour chacun des pixels entre lui-même et les pixels environnants. Donc, selon le profil, c'est-à-dire la recette qu'on va appliquer pour traduire ces données brutes en images, on va obtenir des résultats différents. Par exemple, là, c'est le profil Adobe Standard. Si j'applique le profil Adobe Color, regardez l'image, hop, elle a un petit peu changé. Si je fais Adobe Paysage, hop, ça fait encore autre chose. Alors le profil n'est pas un réglage, hein. Vous voyez que là, les curseurs n'ont absolument pas changé. Si je vais chercher un autre profil, là, ce que vous avez vu, c'était ce que j'ai mis en favori. Hein. Mais si j'applique même un profil noir et blanc, regardez, on revient, les curseurs n'ont toujours pas bougé. Quel que soit le profil, les curseurs ne vont pas bouger, parce que, je le répète, ce n'est pas un réglage. Voilà, si je vais chercher dans artistique, il y a des trucs un petit peu bizarres. Celui-ci qui donne voilà, cette dominante un petit peu verdâtre, là, eh ben, les curseurs sont toujours pareils, même ceux qui correspondent à la colorimétrie, ici et là. Parce que c'est juste une recette de dématrissage, ce n'est pas du tout un réglage. Voilà, ça c'est à retenir. Hein. Donc là, on va lui appliquer le réglage, le profil Adobe Paysage. Ensuite, on va vérifier la balance des blancs. La balance des blancs, c'est ici. BB, à balance des blancs. C'est la traduction des couleurs en fonction de... Voilà, s'il y a de lumière artificielle, vous savez par exemple que si vous passez ici dans cette rue, vous n'aurez pas une lumière orange, et pourtant les lumières sont oranges. C'est le fait que ce soit une lumière artificielle, les couleurs sont traduites par le capteur et par l'appareil photo. Souvent, il y a des dominantes. Alors, on va en reparler plus loin parce que j'ai prévu le traitement d'une photo où la balance des blancs est très décalée. Là, je vais le laisser comme ça parce que ça m'arrange bien que ce soit comme ça, orange et bleu, pour faire justement ce contraste. Le cinquième point, c'est la dynamique. J'ai parlé de la dynamique de l'image. La dynamique de l'image, c'est la différence qu'il y a entre le point le plus noir et le point le plus clair, le point le plus sombre et le point le plus clair d'une image. Voilà, alors là, on le voit sur l'histogramme. Voilà, le point le plus clair, il est ici, le point le plus sombre, il est ici. Si ça dépassait, soit d'un côté, soit de l'autre, si c'était cramé, par exemple, si je viens bouger ce curseur comme ça, vous voyez que là, le petit triangle là-haut est devenu blanc. Et quand je me mets dessus, il y a une zone sur la photo, plusieurs zones qui apparaissent en rouge. Ça, c'est pour signaler les zones qui sont devenues cramées. Cramées, ça veut dire qu'elles sont, entre guillemets, plus blanches que blanches. Et ça, c'est pas récupérable.
Idem si je vais dans l'autre sens, voilà, vous voyez le petit triangle du menu blanc, ça veut dire qu'il y a des zones qui sont ici représentées par du bleu, qui sont bouchées, qui sont plus noires que noires. Voilà. Donc je ramène ça à 0. Voilà. Et par contre, ce qui est important, c'est que le point le plus noir, il soit par ici, il soit pas par là, sauf cas particulier de photos de brume par exemple, qui sont des photos volontairement très peu contrastées. Mais idéalement, une photo doit commencer là au noir parfait et finir au blanc parfait, sans déborder ni d'un côté ni de l'autre. C'est pour sinon on a des zones bouchées ou cramées. Voilà. Exception faite bien sûr de sujets qui peuvent être dans le champ, tels que le disque solaire, par exemple, c'est normal qu'il soit cramé. Hein. Là, on ne va pas chercher à comprendre. Là aussi, on va avoir une photo un petit peu plus tard. Voilà. Et dernier point important, c'est la netteté de départ. Alors la netteté de départ, la netteté de déconvolation, elle est, je crois qu'elle est dans le détail, je j'ai oublié, oui c'est ici, c'est là, voilà. Netteté. Un curseur qui est important, c'est le curseur détail. Par défaut, il est à 25. Et c'est un curseur qui va modifier avec ses voisins, là, gain, rayon et masquage, qui va modifier la netteté de la photo. Mais la netteté, alors le bruit, c'est un truc qui se traite dès le début de la photo, sinon le traitement risque d'accroître ce bruit. Par contre, la netteté, il faut la faire à la fin. Parce que si on la fait maintenant, on risque d'avoir une netteté qui va être détruite plus tard par le traitement. Mais par contre, il faut savoir que ce curseur détail, il joue aussi sur la façon dont la netteté est prévue et corrigée par Lightroom. Si on le met à 0, c'est l'algorithme qui est appliqué, c'est un algorithme standard de traitement de la netteté. Si on le met à fond, à 100, c'est un autre algorithme qui est un nom barbare, donc c'est l'algorithme de déconvolution. Et franchement, si vous zoomez sur la photo, ben, vous n'allez pas voir de différence. Voilà. Alors vous allez me dire, mais alors à quoi ça sert de le faire? Ben, ça sert que plus tard, à la fin de la photo, si on a besoin de corriger la netteté, par exemple pour la poster sur un réseau social ou si on veut l'imprimer, le fait d'avoir fait ça dès le début, ça va nous faciliter les choses à la fin. Voilà. Donc je ne peux pas vous expliquer exactement pourquoi, parce que je ne suis pas informaticien, mais faites-moi confiance, ce truc-là, il vaut mieux le mettre à 100, le curseur détail à 100, avant de commencer le traitement. Voilà. Là, on a vu les 6 points importants. Maintenant, on va pouvoir commencer le traitement, après avoir fait donc le pré-traitement. Donc je vous le disais tout à l'heure, ce panneau étalonnage, peu de photographes s'en servent, pourtant il est intéressant. Il faut savoir qu'il est très mal nommé. Je pense que c'est une erreur de traduction parce que ça n'a rien à voir avec l'étalonnage d'une photo et le curseur qu'ils appellent saturation n'a rien à voir avec la saturation. En réalité, c'est plutôt de booster la couche de rouge, de vert ou de bleu qui est présente dans la photo, puisque vous savez que toutes les couleurs sont un mélange de rouge, de vert et de bleu en informatique. Hein. Donc je vais booster pour faire ressortir un petit peu les tons chauds de la luminosité, je vais booster un petit peu les couleurs chaudes. Voilà, vous voyez que là on a pris de la teinte, regardez, avant, après. Le bleu aussi a été impacté, hein, forcément. Et là, le bleu, je vais l'impacter encore plus. Là, c'est trop, donc je reviens un petit peu en arrière, voilà. Je vais y aller encore un peu plus fort sur le rouge. Voilà, regardez. Avant, après. Avant, après. Voilà. Et comme là, en plus, on a pas mal de vide sur la photo en haut et en bas, je vais faire un recadrage. Alors, le recadrage, il est ici. Et je vais choisir le recadrage standard 16 neuvième. Voilà. Je vais décaler un petit peu ma photo comme ça, pour mettre la ligne de ton chaud au milieu, ou presque. Je fais un double clic pour lui dire que c'est bon. Et voilà, là, j'estime que ma photo, mon traitement est terminé. Vous voyez que, à part tout le blabla que j'ai fait, ben en fait, ça a duré 2-3 minutes maximum. Et on est passé d'une photo très terne, où on dit, ah ben c'est un joli petit village, à une photo comme ça, où on dit, ah mais c'est une jolie photo. Et j'ai envie de la mettre sur mon mur, par exemple, dans mon salon. Que ça, c'est sympa. Voilà, un exemple de traitement. On va en voir une douzaine. Donc, si je traite cette photo-là, alors point de départ, ben voilà, on a une photo, bon, là ça penche, on a le ciel qui est terne, on a des jolies lignes convergentes là, qui convergent vers cette zone-là. Cette zone-là, il y a ce monsieur qui passait avec son chien, j'en ai profité pour faire la photo pendant qu'il était là. Donc on va essayer de corriger tout ça et de donner un petit peu de boost à ce joli ciel
avec ces espèces de cheveux dans le ciel, là, c'est comme de la ouate, et puis donner un petit peu de texture et de couleur brune à ces rochers qui sont un petit peu palichons. Alors, on passe en module développement, soit en cliquant ici, soit en pressant la touche D comme développement. Voilà. Donc, première chose, on l'a dit, ici, alors je vais faire un peu dans le désordre, ça n'a pas d'importance, le détail à fond, et correction de l'objectif, aberration chromatique, activer le profil de correction. Voilà. Ensuite, on vient ici, on choisit le profil qui va correspondre le mieux à l'objectif que j'ai de ma photo. Donc c'est pas couleur. Ça pourrait être paysage. Ouais, paysage c'est pas mal. Ouais, on va prendre celui-là. Voilà. Le bruit, c'est bon, je suis à ISO 64, il n'y aura pas de problème de bruit. La balance des blancs, elle est correcte. C'était pris en pleine journée, un jour où la lumière n'était pas, le soleil n'était pas volé, donc je sais que ma balance des blancs elle est correcte par rapport au réglage de mon appareil. La dynamique de l'image, là, il manque un petit peu de blanc. Donc, comment je vais faire? Je vais prendre mon curseur de blanc, ici, et je vais aller vers la droite en surveillant le petit curseur là. Quand il va devenir blanc, attention, hop, voilà. C'est que là, j'ai été trop loin, je reviens un petit peu en arrière. Voilà. Là, je suis. Les zones les plus claires de ma photo sont bien ici. Et les zones les plus noires, je n'ai même pas besoin de vérifier. Elles sont là, ça se voit sur l'histogramme. Voilà. Donc la dynamique, la netteté, on l'a fait. Le choix du profil, on l'a fait. Le bruit, l'optique, tout est bon. On peut attaquer le vrai traitement. Donc en premier, je vais redresser l'horizon. Donc je reviens dans le recadrage, superposition et recadrage. Là, vous avez un angle. Donc vous activez le petit niveau à bulle. Et là, je viens tracer une ligne. Je clique, je maintiens le clic. Et je viens sur l'horizon. Ça me redresse ma photo. Je fais un double clic et c'est bon. Ici, je vais venir modifier un petit peu la colorimétrie. Voilà, je récupère des informations dans le ciel. Alors, dans le ciel, il faut y aller mollo, sinon ça va faire un truc un peu dégueulasse. Voilà. C'est quand même trop ici. Voilà. Comme ceci. Et là, je vais un petit peu bouger la vibrance. Alors, la saturation et la vibrance, une couleur, ça a trois caractéristiques: teinte, saturation, luminosité. Teinte, c'est la couleur elle-même, c'est-à-dire c'est bleu, jaune, vert, violet, etc. Saturation, c'est la quantité de couleur. Imaginez un crayon de couleur, un crayon à papier avec lequel vous appuyez plus fort. C'est le même crayon, mais ça va donner deux tons différents parce que vous aurez appuyé davantage. Donc, la saturation, c'est la quantité de couleur. Et la luminosité, ben, comme son nom l'indique, c'est la luminosité. Même vous prenez une chemise bleue, elle vous apparaîtra pas du même bleu en pleine journée et la nuit. Voilà, la luminosité, c'est ça. Et donc, ce curseur de saturation joue sur la partie saturation, la quantité de couleurs, de toutes les couleurs sur la photo. Le curseur vibrant, c'est la même chose, mais uniquement pour les couleurs qui sont déjà peu saturées. Donc, ça évite une sursaturation des autres. Donc, je préfère en général utiliser le curseur de vibrance que l'autre. Voilà. Pour cette photo, je pense que c'est suffisant de faire un avant, après. Voilà. On revient sur la grille de départ et on passe à la suivante. Voilà. On passe en module développement et là on a quoi? On va analyser la photo. On a des flamants roses qui sont pas très roses, la photo est un petit peu terne. Il y a une illusion que ça penche. Alors je pense qu'en réalité ça penchait pas. C'est plus la perspective, mais il faut donner priorité au perceptif. Si vous avez l'impression que ça penche, alors il faut faire comme si ça penchait vraiment et corriger, ce sera plus agréable à la vue. Donc, on va commencer comme d'habitude avec les aberrations chromatiques, le profil, la déconvolution. Je vous montrerai dans une prochaine session comment tout ça on peut le faire automatiquement au début du traitement. Le bruit, c'est bon, ISO 64, il n'y aura pas de souci. La balance des blancs, on va voir, mais je pense qu'elle est correcte aussi. On peut peut-être réchauffer un petit peu, rajouter un petit peu de magenta, voilà, un tout petit peu. Ça, je le fais parce que j'ai affaire à des flamants roses et que je veux booster un petit peu leur couleur. La dynamique, il manque aussi du blanc. Je ne vais pas trop en mettre, sinon on risque d'avoir le dos des flamants qui prennent le pas visuellement sur le reste de l'image. Donc je viens, comme tout à l'heure, bouger les blancs, les tirer vers la droite en surveillant le petit triangle. Hop, je reviens un peu en arrière,
Et je reviens même encore un petit peu plus, donc, parce que je vous l'ai dit, je veux pas que ce soit trop blanc, le plumage, pardon, des flamants roses. Voilà. Maintenant, donc, je vais corriger l'impression de photo qui penche, là. Donc, cette fois, je ne vais pas faire avec le niveau à bulle. Je vais faire, vous voyez, la souris, comme elle change de forme. Je clique, là, il y a une grille qui apparaît, et je redresse ma photo visuellement, comme ça. Voilà. Double clic pour dire que j'ai fini. Là, je vais booster un petit peu plus le rouge. Les bleus, par contre, je vais les baisser un tout petit poil. Voilà. Et je vais quand même recadrer à la réflexion. Je repars dans le module de recadrage et je vais me remettre aussi en 16/9 comme tout à l'heure pour enlever un petit peu tout ce qui sert à rien là-haut, qui est même désagréable à l'œil. Voilà, je vais mettre comme ça. Voilà, je peux me gratter un petit peu ici pour en avoir un petit peu plus. Hop, voilà, là je pense que on est bien. Et on est même très bien. Voilà, moi ça me plaît cette photo. On avait quoi? On avait ça. On est passé à ça. Voilà. Celle-ci, elle est un petit peu plus délicate à traiter parce que, vous voyez, elle a été prise vers midi en Espagne, donc soleil vertical, il n'y a pas d'ombre, il n'y a pas de nuance, il n'y a rien, et c'est assez dommage. Il y a aussi deux espaces, là, l'espace avec l'eau, l'espace avec le sable. Le sujet, c'est ce monsieur qui est tout petit, mais voilà, c'est la photo minimaliste, hein. J'ai fait exprès de le laisser tout petit sur la photo. Ces deux espaces font qu'il est un petit peu perdu quand même, on ne sait pas trop où il faut regarder, donc je vais commencer par un recadrage quand je vais commencer mon traitement, pour ramener un petit peu l'attention là-dessus, éviter que l'œil soit trop distrait par les vagues, qu'on voit que le sujet c'est ce qu'il y a ici, et ce monsieur qui est perdu tout seul au milieu de cette grande plage. Et on va essayer de récupérer un petit peu de détails, un petit peu de contraste entre les parties les plus claires et les parties les plus sombres du sable, même si c'est pas évident parce que la différence est très légère. Voilà, donc comme d'habitude, on active tout ce qui était activé, on met la déconvolution, le bruit c'est bon, le profil, on va prendre quoi? Couleur non, paysage, alors attendez parce que je sais qu'il y en a un autre là qui s'appelle éclatant. Où est-il? Il est là, tiens, je vais le mettre aussi dans les favoris, ça va être plus simple. Donc voilà, si je reviens ici, éclatant par rapport à paysage, non, paysage est mieux. Voilà, donc je vais partir de celui-ci. La dynamique, alors il y a peu de contraste, mais là je ne vais pas pouvoir y faire grand chose, parce que vous voyez les parties sombres, si je peux gagner un petit peu sur les parties sombres, là je peux récupérer un petit peu les noirs, mais voilà, je ne vais pas gagner beaucoup, parce que c'est la photo qui est comme ça, pareil pour le blanc. Si je tire un petit peu de l'autre côté, voilà, si j'ai récupéré un petit peu là par contraste, mais c'est pas comme ça que je vais vraiment réussir à l'avoir, hein. Voilà, mais on va faire autrement. Alors on va faire comment? D'abord je vais faire comme d'habitude, je vais booster un petit peu mes couleurs. Ça c'est mon petit truc perso, hein, ça. Ensuite, comment on va faire pour augmenter? Alors on va utiliser un outil qui est assez magique, c'est la courbe des tonalités. Voilà. La courbe des tonalités, elle a ici un outil pipette, et je vais lui dire d'assombrir les tons sombres qu'il y a sur cette plage et d'éclaircir les tons clairs. Alors avec la pipette, je vais cibler un ton sombre. Je vais venir par exemple ici, où il y a du sable un petit peu plus sombre. Voilà, c'est ce point-là, vous voyez. Quand j'ai cliqué, ça me l'a sélectionné. Donc je le prends, je vais descendre un petit peu. Vous voyez que les tons sombres s'assombrissent. Alors là, il faut y aller mollo, hein. Voilà, je vais rester comme ça. Je vais rester comme ça, on va y revenir tout à l'heure si nécessaire. Et là, je reprends mes pipettes et je vais au contraire dans un endroit où c'est une des zones les plus claires, par exemple ici. Hop, c'est ce point-là, et celui-là, au contraire, je vais le monter. Pour faire comme un S. Une courbe en S, ça augmente le contraste. Voilà. Je creuse un petit peu plus le sombre et le clair. Voilà. Donc là, du coup, on voit qu'on est parti dans des tons un peu trop jaunes. Donc, je vais revenir en arrière ici, pour pas que ça... Parce que le sable jaune, ça ne fait pas très naturel. Voilà. Je pense que là, on a réussi avant, après. Vous voyez la courbe, ce qu'elle a fait. Je n'ai pas beaucoup déformé pourtant, hein. Avant, après. En fait, c'est un petit peu comme ici. Ici, vous voyez, il y a 5 zones quand on passe la souris dessus. Ces 5 zones correspondent
Alors, celle-là à gauche, c'est les noirs. À côté, vous avez ombre. Vous voyez, là, ça change de couleur et de luminosité. Noir, ombre. Ici, c'est l'exposition générale, c'est les tons moyens. Ici, on a les hautes lumières et ici, les blancs. Et bien, la courbe, c'est la même chose, mais vous avez 256 endroits, 256 points où vous pouvez cliquer et modifier la luminosité de chacun de ces 256 points, indépendamment de tous les autres. Au lieu d'avoir 5 zones, on en a 256. Alors évidemment, c'est un peu plus complexe, mais aussi on peut faire beaucoup plus de choses. Voilà. Donc, j'avais dit qu'on augmenterait un petit peu le contraste, et on va augmenter aussi, on va modifier aussi le cadrage. Alors là, on va partir dans un autre format, par exemple le 5/7e, peut-être, je suis pas sûr. L'idée c'est de, ou alors on revient avec le bon vieux 16/9e. Personnellement, j'aime beaucoup le 16/9e. Je vais recadrer ma photo comme ça, voilà. L'idée c'est donc de couper la vague là qui attire un peu trop l'œil et de laisser ce monsieur perdu au milieu de sa plage. Alors, si je me mets comme ça, là ça va gêner cette flotte là parce qu'on ne sait pas ce que c'est, ça attire le regard mais en même temps on ne voit pas directement ce que c'est. Alors je vais un petit peu le mettre, en mettre peut-être un petit peu plus. Voilà. Là, il y en a un petit peu plus, on voit ce que c'est, on l'identifie sans hésitation, mais par contre, il n'y en a pas assez pour que ça attire vraiment l'œil. Donc là, je pense que c'est pas mal comme ça. Et le type a l'air vraiment perdu au milieu de sa plage, comme j'avais l'intention de le faire. Voilà, moi je l'aime bien comme ça, cette photo. J'aime bien. Alors, hier soir au club, il y a quelqu'un qui m'a demandé est-ce qu'on peut supprimer le monsieur. Oui, on peut, avec l'outil gomme qui est ici, qui est en fait en 3 déclinaisons. Vous avez l'outil supprimer lui-même, l'outil corriger et l'outil dupliquer. On va utiliser cela un petit peu plus tard avec d'autres images. Là, on veut le supprimer, donc je prends l'outil supprimer. Donc vous voyez que là, je peux modifier la taille de l'objet, du rond, là, de la gomme, soit comme ça, soit avec la molette de la souris, ce qui est plus simple, voilà. Et là, je vais dire balayer, peindre le monsieur, voilà, cette zone-là, je veux qu'elle disparaisse, le machin réfléchit, et me l'enlève. Voilà, c'est comme s'il n'avait jamais été là, mais du coup la photo n'a plus beaucoup de sens, donc je supprime la zone de correction par la touche suppresse simplement une fois qu'elle est sélectionnée. Voilà. Donc là on va simplement refaire l'avant-après habituel. Au départ la photo était comme ça. Brut, hein, parce que je vous dis, moi je vous répète, moi j'applique déjà un pré-traitement, mais en brut, sortie de capteur, elle est comme ça, et on en a fait ça. Voilà. Image suivante. Ah, celle-là est intéressante parce que on voit qu'il y a déjà un peu de brume dans les lointains. On voit que c'est un paysage, une image de fin de journée. On voit cette jolie lumière de fin de journée, les ombres rasantes. Mais cette belle lumière sur ces arbres d'automne, ces couleurs d'automne, c'est assez magnifique. Il faut absolument arriver à faire ressortir ça et à jouer le contraste entre les zones qui sont encore dans l'ombre et les zones qui sont éclairées avec cette jolie lumière. On va essayer aussi d'atténuer un petit peu le voile dans les lointains parce que ça ne fait pas très joli. Donc, passage en mode développement. Vous connaissez la musique, on active tout ce qui est à activer. Voilà, le bruit, je suis à ISO 64, il n'y a pas de problème. La balance des blancs, comment elle est la balance des blancs? D'abord, on va corriger on va choisir un profil. Alors, éclatant, non. Paysage, il convient beaucoup de cas. Là, il est un petit peu vert. Adobe couleur fait mieux. C'est un petit peu terne, mais on va booster un petit peu les couleurs après. Et je pense que celui-ci fera bien l'affaire. Ouais. Ouais, sinon, j'ai aussi ceux de mon boîtier. Non. Non, on va rester sur celui-là. Voilà. Donc maintenant, la balance des blancs, la dynamique. La balance des blancs, la dynamique, je pense qu'on peut gagner un petit peu, mais j'ai pas envie non plus de me retrouver avec une photo trop contrastée, donc je vais pas aller jusqu'à fond à fond. J'accepte que mes noirs ne commencent pas là, mais un petit peu avant, et pareil pour du blanc. Voilà. Voilà, la balance des blancs, je trouve qu'elle est un petit peu verte. Donc, je vais un tout petit peu vers le magenta, mais vraiment léger, hein, plus 8. Je ne fais pas plus. Est-ce que là, si je vais vers le jaune, ça donnerait quelque chose? Oui. Voilà, on va laisser comme ça. Et là, je vais jouer comme d'habitude avec l'étalonnage. Vous voyez que là, par contre, c'est plus efficace pour me donner, regardez un petit peu cet arbre-là, pour le peu que j'ai bougé. Regardez ce que ça lui a fait.
Si je joue aussi avec le bleu, voilà, là c'est pas mal. Ok. Pour le voile, comment on peut faire pour corriger le voile? Ah ben vous allez me dire, c'est facile. Là, il y a un curseur qui s'appelle correction du voile. Oui, mais ce curseur, il a un petit inconvénient, c'est qu'il fait monter la saturation des couleurs. Regardez, si je le bouge, alors effectivement, le voile disparaît. Mais vous voyez, les couleurs, regardez les couleurs au premier plan, elles sont beaucoup trop saturées, je trouve. Voilà. Donc, moi, je n'utilise pas celui-ci. J'utilise la courbe. Alors, la courbe, vous voyez que là, les données commencent ici. Et en fait, le voile, il se cache avant. Il se cache dans cette partie-là. Et il faut le faire canal par canal. C'est-à-dire qu'on prend le rouge et on vient amener le rouge au début des données. Alors là, dans ce cas-là, je ne veux pas enlever complètement le voile, parce que je vois qu'il en reste un petit peu. C'est ça qui donne cette impression de profondeur au paysage. Hein. Si j'arrive à enlever complètement le voile, on va perdre cette impression de profondeur. Donc je ne veux pas non plus trop en enlever. Je vais mettre un petit peu avant, je m'arrête un petit peu avant, par ici. Je vais faire pareil pour le vert. Hein. Les données commencent ici, je m'arrête là. Voilà. Et pour le bleu, idem, je m'arrête un petit peu avant. Et là, regardez, avant, après. Sans saturation excessive des couleurs, surtout au premier plan. Voilà. Là, on a une image qui est pas mal du tout, qui est sympa, qui est beaucoup plus agréable que ce qu'elle était au début. Au début, en brut de Kepler, elle était comme ça. Voilà. Avant, après. Celle-ci est beaucoup plus délicate parce que là, il y a des zones qui sont cramées. On va voir ça en passant dans le module développement. Vous voyez que le petit triangle là-haut est déjà blanc. Et si je me mets dessus, vous voyez, ça apparaît en rouge. En rouge, il montre les zones qui sont cramées. Ces zones-là, je ne peux pas les faire revenir, les rendre moins cramées. C'est pas possible. Pourquoi? Parce que, en fait, vous savez que donc, chaque couleur est donnée par une composante rouge, vert, bleu. Le blanc, alors le noir c'est 0, 0, 0, rouge, vert, bleu. Et le blanc c'est 255, 255, 255. Ok. Là, on est plus blanc que le blanc, c'est-à-dire qu'on est collé à 255, 255, 255. Vous voyez là, ça monte, sur les autres photos, rappelez-vous, ça descendait tout doucement jusque-là. Là, ça continue à monter, ça demande à aller plus loin. Les zones qui sont sorties en quelque sorte de l'histogramme, qui sont tombées à l'extérieur, si on peut dire, ce sont toutes les zones qui sont ici. Et là, je ne peux rien faire, parce que comme je suis à 255, 255, 255, si je viens sur la luminosité et je baisse cette luminosité, regardez ce qui va se passer, ben ça devient gris. Pourquoi? Parce que là, je suis par exemple sur des valeurs, regardez, on va se mettre, voilà. Ici, vous avez les informations, vous voyez, rouge, vert, bleu qui apparaissent quand je me promène sur la photo. Hein. Et vous voyez que quand je me mets par ici, on a 45.1, 45.1, 45.1. 3 fois la même valeur, c'est du gris. Voilà. Si je me remets comme j'étais au début, que je viens, vous voyez qu'il y a 100, 100, 100. Parce que là, il ne met pas de 0,255, il le met en pourcentage, mais le principe est le même. Hein. Voilà, 99,7, c'est pratiquement la même chose. 100, 100, 100, 100, 100, 100. Là, on a voilà, 99,2, 99,1, 98,9. C'est encore du pratiquement blanc. En tout cas, là, il ne fait pas la différence pour les quelques dixièmes qui manquent. Donc ça, je ne peux pas le récupérer. Là, on voit que je ne suis pas complètement noir. Donc je peux, si je veux, récupérer un petit peu là. Je peux quand même utiliser un profil voilà, qui me donne un petit peu d'informations par là, un petit peu de couleur. Vous voyez que là, on a gagné un petit peu en jaune, hein, sinon on était vraiment dans le blanc. Je vais quand même, évidemment, appliquer mes réglages de base habituels. Le profil, on l'a choisi, on a pris Adobe Paysage. Le bruit, je ne risque pas d'en avoir à 64, à ISO 64. La dynamique, quand on est occupé. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Donc, pas grand-chose. Pas grand-chose, parce que cette photo elle est vraiment délicate. Je vais essayer de récupérer un petit peu de bleu. Ça va me donner... Non, ça fait monter du vert, donc je baisse le vert. Et le rouge, si j'y touche, ça fait quoi? Pas grand-chose. Pas grand-chose, parce que du rouge, il n'y en a pas beaucoup sur cette photo. Voilà. Et par rapport au brut de capteur qui était comme ça, on y a quand même gagné. Voilà. Voilà. On pourrait essayer de faire quelque chose dans le ciel. Alors pour ça, pour sélectionner que le ciel, il faut utiliser les masques. On va utiliser le masque de ciel. Voilà. Donc il cherche à détecter le ciel. Et voilà, il me met en rouge la zone qu'il estime être le ciel. Alors il faut toujours vérifier. Hein. Là, ça va, il ne s'est pas trompé.
mais souvent enfin, ça peut arriver qu'il se plante complètement. Et là, vous voyez qu'on a des curseurs qui apparaissent là, des zones qui apparaissent en grise dans le réglage, et ça, c'est les parties qui correspondent au masque. Voilà, que je vais d'ailleurs renommer ciel. Voilà, donc là, pour le ciel, je vais en couleur, je vais booster un petit peu la saturation. J'ai pas accès malheureusement à la vibrance, mais vous voyez que je gagne un petit peu comme ça. Je vais un petit peu avec la température faire comme ça. Voilà, si je regarde mon ciel, que je masque et démasque le travail local qu'il y a ici, avant c'était comme ça, on est passé à ça, on y a gagné un petit peu. Voilà, c'est pas beaucoup, mais sur une photo comme ça, c'est déjà pas mal. Ok. Celle-là, on va lui faire un traitement un peu spécial, parce que donc c'est une photo qui a été prise en pose longue, hein. Vous voyez qu'elle a été prise il y a 15 secondes de pause à ISO 64. J'avais certainement mis, je ne me rappelle plus, mais j'avais certainement mis un filtre devant l'objectif pour pouvoir étendre ma pose à 15 secondes de longueur, de façon à avoir cet effet de bouger, parce que pendant ces 15 secondes de pause, les vagues ont continué à bouger, et donc ça fait cette impression de coton, et de contraste entre les zones blanches et les zones moins blanches. Alors là, c'est intéressant, je pense, de passer en noir et blanc pour dramatiser un petit peu l'aspect des rochers, etc. Donc, on va faire ça, on va la passer en noir et blanc et on va faire un fort contraste. Voilà, on a notre objectif. Je fais mes réglages de base. Je vais choisir un profil linéaire, mais cette fois je vais aller directement dans les profils de noir et blanc, ce sera plus simple. Où sont-ils? Ici. Je vais le refermer. Voilà. Alors l'avantage quand on est dans cette partie-là, c'est qu'en passant la souris dessus, on voit directement une preview de ce que ça va donner. Hein. Voilà, le 5, le 6, le 7, non le 6, j'aime bien le 6, voilà, il est assez contrasté. Et on va contraster encore plus. Le truc aussi qui me gêne, c'est ça, là, cette partie là-haut avec la mer derrière le rocher. On va recadrer pour cacher cette partie-là. Ça va être plus simple. Voilà, je vais venir comme ça, on va se mettre, est-ce que je me mets en 16 neuvième? Ouais, peut-être bien. Peut-être bien, ouais, c'est pas mal comme ça. C'est pas mal, voilà. Donc j'ai ça, la dynamique, vous voyez que là il y a un petit peu de noir bouché, ils sont là, il n'y en a vraiment pas beaucoup, c'est négligeable en fait, quelques pixels comme ça, je vais quand même revenir un petit peu les noirs, je vais venir avec les blancs, par contre les blancs je vais les creuser parce que je veux du contraste, voilà, mon petit triangle est devenu blanc, là-haut, je reviens un petit peu en arrière, et là, je vais rajouter de la texture sur les rochers, alors attention avec le curseur texture et clarté, la texture va augmenter le contraste entre les zones. Vous voyez, quand il y a une zone de contraste, comme ici, où on passe d'une zone sombre à une zone claire, le curseur texture va augmenter le contraste, va creuser la différence entre les pixels qu'il y a ici et les pixels qu'il y a là. Mais de façon très localisée, il va jouer sur 2-3 pixels. Voilà. Le curseur clarté fait un peu la même chose, mais lui, il va jouer sur toute une zone. Le problème avec ça, c'est que si on y va trop fort, ça crée, vous voyez, comme ici, ça crée un liseré le long de la ligne de contraste. Et très souvent, j'ai des gens qui me disent ben là j'ai un problème, j'ai un liseré, comment je peux faire pour le faire disparaître? C'est pas ça la bonne question, c'est pourquoi il est arrivé et qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter qu'il arrive? Ben, dans la plupart des cas, c'est ce curseur de clarté qui est en cause. Je fais un double clic pour le remettre à zéro, vous voyez, il n'y a plus de liseré. Voilà. Je peux jouer un petit peu plus sur la texture si vous voulez, mais clarté c'est un curseur personnellement, clarté et d'ailleurs correction du voile aussi. Je n'y touche pratiquement jamais. Voilà. Contraste aussi. Contraste parce que contraste, il a un défaut, c'est que lui, ok, il va assombrir le sombre, il va éclaircir le clair, mais il le fait, regardez l'histogramme pendant que je le bouge, vous voyez, il le fait de façon symétrique par rapport au milieu. Et on est rarement dans le symétrique, quand on fait un traitement. Donc je préfère jouer avec mes ombres et mes noirs pour les tons sombres, les hautes lumières et les blancs pour les tons clairs, et moi je dose de chaque côté ce que je veux. Là, pour creuser encore plus, on va aller dans ce panneau noir et blanc, qui est en fait au départ un panneau de traitement des couleurs, mais quand on est en noir et blanc, chaque couleur qu'il y avait à l'origine sur la photo va être traduite par un ton gris différent. Voilà. Et là, je peux avec ma pipette, vous voyez, la souris de une pipette, venir ici et jouer de haut en bas
lui dire, voilà, le bleu, tu me le rends plus sombre. Là aussi, le ton orangé du rocher, tu me le fais plus sombre. Et là, je vais pouvoir, zone par zone, comme ça, créer un petit peu le contraste et lui dire par quel ton de gris traduire chaque couleur. C'est pour ça que les noirs et blancs ne se font pas à la prise de vue. La prise de vue se fait en couleur quand on veut faire en noir et blanc. Et après, on dose chaque couleur, on traduit chaque couleur, chaque gamme de couleurs par un ton de gris différent. Voilà. Là, je pense qu'on a réussi à avoir notre photo qui était en brut de capteur comme ceci. Et on en a fait ça. Voilà. Avant, après. Et je la trouve beaucoup plus agréable, beaucoup plus sympa à regarder de cette façon-là. Voyons sur un portrait, le portrait de Clémence qui était venu, on avait fait une séance studio il y a quelques mois au club. Donc voilà, regardez l'histogramme, il est complètement à gauche. Alors les photos de studio, c'est une exception où il faut se méfier de l'histogramme. Pourquoi? Parce qu'il y a l'arrière-plan qui représente, voilà, dans ce cas-là, c'est à peu près la moitié de la surface de la photo. Et donc, la présence à 50% de ce fond vient agir bien sûr sur l'histogramme. Et moi, le fond, je m'en fiche un peu. Ce qui m'intéresse, moi, c'est le modèle. Donc, c'est l'exception. Je ne vais pas trop me préoccuper de l'histogramme qui est trop à gauche, alors qu'il devrait être plus équilibré. Voilà. Par contre, je vais quand même rajouter un peu de lumière. D'abord, je vais activer mes réglages habituels. Voilà. Et je vais choisir mon profil. Et il y a un profil qui est adapté au portrait. Est-ce qu'il est bien adapté? Oui. Oui, j'aime bien ce qu'il donne, donc je vais rester là-dessus. Voilà. Donc je rajoute quand même un petit peu de lumière. Je vais déboucher un petit peu les ombres pour la partie du visage qui est dans l'ombre, bien sûr. Voilà. Les couleurs, je ne vais pas trop y toucher parce que ça risque de plus être naturel. On peut se permettre des excès sur du paysage, par exemple, mais sur un portrait, on ne peut pas. Portrait animalier, si j'ai un ciel un petit peu trop clair que je le rends bien bleu, ça va être agréable. Si je lui rends le visage bleu, évidemment, ça ne va plus aller. Donc, on fait attention quand c'est du portrait. Par contre, quand c'est du portrait, on peut aussi aller regarder ici et s'amuser à corriger un petit peu tous les défauts de peau qu'il peut y avoir, avec donc le curseur qui est ici. Cette fois, on va utiliser le correcteur. Vous voyez que là, il y a le petit rond, vous voyez qu'il y a la taille et le contour progressif. Vous voyez qu'effectivement, il y a deux ronds l'un dans l'autre. Alors, ce qui est tout à fait à l'intérieur, ça va être complètement corrigé. L'application va être à 100%. Ce qui est complètement à l'extérieur des deux cercles va être ignoré. Et entre les deux, il y a un dégradé. Donc, avec le curseur de la souris, je change la molette de la souris, je change la taille. Et avec Shift la molette, je change le contour progressif, c'est-à-dire la zone de netteté entre les deux. Donc voilà, là je vais venir comme ça. Je vais venir simplement cliquer sur les petits défauts que je veux faire disparaître. Voilà, ici. Ici, quand je mets la souris là, on voit ce que ça donne. Là, le reflet, hop, je vais l'enlever. Je me déplace en maintenant la touche, la barre d'espace. Là aussi, je vais supprimer ça. Alors, sur du portrait, il faut y aller mollo. Si on enlève tous les défauts, ça ne fait pas naturel. Voilà, on voit beaucoup d'excès dans ce domaine, dans la photo de mode, ou alors sur des photos de débutants, où il corrige tellement tous les défauts d'un modèle que du coup ça devient assez dégueulasse. Ça ressemble plus du tout à de la vraie peau, on dirait de la porcelaine ou je ne sais quoi, et ça fait plus du tout naturel d'avoir la peau trop parfaite, bien sûr. Les petits défauts font partie aussi du caractère du modèle, de sa personnalité, et il faut quand même en laisser un petit peu. Donc voilà, là je vais y aller avec parcimonie, je reviens comme ça. Il y a quand même c'est un petit peu verdâtre je trouve sur son visage, je vais essayer de jouer avec ce curseur. Ouais, voilà, comme ça je préfère. Le fond n'est plus trop la couleur qu'il avait au départ, mais je m'en fiche un peu. Ce qui m'intéresse, moi, c'est son visage. Donc en brut de capteur, au départ, on avait ça, et on arrive à ça. Avant, après. Voilà. Photo suivante. Celle-ci, elle a été prise dans une ferme aux papillons, et le souci, c'est que j'étais en lumière artificielle, et que donc ça a donné cette dominante. Donc là, il va falloir corriger ça avec la balance des blancs. Ce que je voudrais, c'est montrer quand même l'arrière-plan flou, parce que ça meuble. Hein. Si je fais juste un gros plan sur le papillon, ben, ça manque un petit peu d'intérêt.
Vous voyez qu'il y a du bruit aussi, hein. Maintenant qu'on a zoomé, on voit que là j'étais obligé de monter dans mes ISO à 2000, et là on va devoir traiter le bruit. Donc, objectif, c'est montrer le papillon dans son ensemble avec un peu d'environnement, mais de manière à ce que le sujet soit clairement le papillon, que l'œil n'aille pas se perdre ailleurs. Donc pour ça, on va utiliser du vignotage. Donc, on corrige les trucs habituels. En plus, on va corriger le bruit. Alors le bruit, il y a une option là de réduction du bruit qui est très efficace, mais qui prend en général un petit peu de temps, donc je ne vais pas faire avec ça. Je vais faire avec le bruit de luminance. Voilà, donc je vais zoomer dans une zone où on le voit particulièrement bien, comme ici, dans ces tons verts là. Je vais me déplacer comme ça. Ici aussi on le voit bien. Et je vais jouer avec le bruit de luminance. Je monte progressivement. Vous voyez, là, je suis à 33. Regardez, le bruit, il n'y en a pratiquement plus. Je vais peut-être monter à 40. Voilà, 39. C'est bon. Là, le bruit, je peux dire qu'il n'y en a plus. En tout cas, il est plus visible à une taille normale. Et ça, c'est largement suffisant. Voilà. Je ne suis pas personnellement partisan d'enlever complètement tout le bruit. Ça donne un petit cachet réel aussi à la photo. Moi, j'aime bien. C'est à vous de voir. Voilà. Le curseur réduction du bruit permet de l'enlever complètement, avec le risque d'avoir une photo qui est un peu trop lissée. Voilà. En fait, c'est toujours un problème d'équilibre entre le bruit et la netteté. Pour relever le bruit, il faut rendre un petit peu la photo floue. Et la netteté, si j'en rajoute, elle fait monter le bruit. Donc il faut trouver un équilibre. D'où l'importance d'activer l'algorithme de déconvolution dès le départ. Voilà, donc là, je suis bien. Les couleurs. Alors non, d'abord, le curseur le choix du profil colorimétrique, là j'aime bien, ça donne des couleurs un petit peu plus vives. Par contre, on a toujours ce problème de balance des blancs. Alors là, balance des blancs, il y a un moyen normalement très simple de le corriger. C'est on prend la pipette et on vient cliquer sur la photo sur un objet qui devrait être blanc. Et le Lightroom fait la correction. Le problème, c'est que là, je n'ai rien qui devrait être blanc sur la photo. Donc je vais vous montrer une autre combine, une autre façon de faire, qui est visuelle, qui est empirique, mais qui marche très bien. Je mets à fond mes curseurs de vibrance et saturation pour pousser à fond toutes les couleurs. Et là, maintenant, avec les deux curseurs de balance des blancs, qui sont température et nuance, je vais les bouger de façon à avoir un maximum de couleurs différentes sur ma photo. Regardez, je vais chercher vers le bleu. Voilà, là j'ai du bleu qui apparaît. Je ne vais pas plus loin, sinon je perds le jaune. Voilà, je me mets entre les deux. Avec la nuance, c'est pareil, je vais chercher, là je vais partir vers la droite pour aller chercher du magenta. Voilà, là je crois que c'est là que j'ai le plus de couleurs possibles, différentes. Et je reviens double-cliquer sur vibrance et saturation pour les remettre au départ. Et voilà, j'ai une balance des blancs qui est équilibrée, regardez, avant, après. Voilà. Et là, si j'estime qu'il faut rajouter un petit peu ou enlever un petit peu plus, visuellement, je le fais, voilà, je rajoute un tout petit peu plus de jaune. Voilà. Et là, je vais donc rajouter du vignotage, comme on avait dit. Le vignotage, c'est dans le curseur effet, dans le panneau effet. Et donc voilà, là, j'ai le vignotage. Vers la droite, ça me fait un vignotage blanc. Vers la gauche, ça me fait un vignotage sombre. Voilà. Et ça ne cache pas les couleurs l'arrière-plan. Ça le laisse là. Mais vous voyez que avant, après, ça ramène l'attention du spectateur vers le sujet qui est le papillon. Voilà. Ce papillon qui était en brut de capteur comme ça, et on l'a amené à ça. Voilà. Je trouve la photo beaucoup plus sympa, beaucoup plus agréable à regarder de cette manière-là. Rien ne m'empêche aussi après de faire un traitement localisé, on verra plus tard comment. Hein. Voilà. La photo suivante, celle-ci, qui a pas mal de couleurs, avec ses fleurs au premier plan. On va essayer de booster un petit peu les couleurs, elle est agréable, il y a une jolie perspective. Il y a le plan d'eau, il y a un joli ciel. On va simplement essayer de donner de la couleur à cette composition qui n'est pas extraordinaire en soi. Il n'y a pas vraiment un sujet, ce qui est rare sur une photo. On dit toujours il faut qu'il y ait un sujet. Et là, voilà, même sans sujet, je trouve la compo assez agréable. Donc, suppression, de profil d'image, détail à fond, je suis à ISO 64, pas de risque d'avoir du bruit. Je viens choisir un profil
sympa, couleur, paysage, voilà, paysage c'est sympa, mais les tons, c'est sympa pour les fleurs. Le ton un petit peu brun là, sont un petit peu trop présents. On va les atténuer d'une autre manière. On va voir comment. Voilà. La dynamique, elle est bien. Il n'y a rien qui est vraiment cramé, il n'y a rien qui est vraiment brûlé. Je peux un petit peu déboucher les ombres ici. Hein. Je viens mon curseur, chercher mon curseur d'ombre, je le tire un petit peu. Ça ne joue, vous voyez, que sur la partie qui est dans les ombres. Voilà. Évidemment, ça joue un petit peu aussi sur les deux autres. Et voilà, ça me permet de récupérer un petit peu de données par ici. Voilà. Et maintenant, on va, alors, globalement, la couleur, voilà, je ne veux pas trop taper, mais ça permet de rebooster un petit peu ce premier plan qui est sympa. Je vais voir ce que je peux faire pour le ciel. Alors on va faire comme tout à l'heure, on va aller chercher dans les réglages localisés. Ciel, voilà, il détermine le ciel, il est là, c'est bien. Je joue avec la température vers la gauche, tout doucement, pour bleuir un petit peu ce ciel. Voilà, pour rester cohérent avec le reflet quand même. Ça, je le renomme ciel. Et là, maintenant, je vais faire un autre traitement localisé, mais sur une gamme de couleurs pour traiter les brins de l'image. Alors, je fais, je ne sais plus où c'est, créer un nouveau masque, et là, je viens chercher une plage de couleurs. Et là, vous voyez, mon curseur est devenu une pipette, et je viens chercher là la teinte que je veux modifier. Voilà. Tout ce qui apparaît là en rouge, ça va être plus ou moins affecté par ce que je vais faire maintenant. Alors, je vais faire quoi? Bien, je vais baisser un petit peu, partir un petit peu vers le bleu, voilà, pour atténuer ce brun. Là aussi, je vais le chauffer un petit peu. Voilà. On était... Voilà, ça suffit. Je vais le renommer ton brun. Et les tons bruns, avant, j'étais comme ça. Après, je suis comme ça. Vous voyez, là, quand on regarde sur ce bâtiment ici, on voit nettement la différence avant, après. Je ressors du mode masque. La photo en brut de capteur était ainsi. Et elle est devenue comme ça, qui est quand même beaucoup plus sympa, je trouve. Voilà. Allez, on arrive au bout. Ça, c'est une photo de spectacle. Alors, le problème, c'est qu'il y a de très forts contrastes. C'est pas facile du tout à traiter. En ISO, j'étais monté à 8000. Donc, vous voyez que ça fait monter pas mal de bruit. Donc, on va le traiter de la même manière que tout à l'heure. Hein. Donc, les aberrations. La netteté, je la mets à 100. Tant que je suis dans ce curseur, je vais corriger le bruit de luminance. Voilà, il va peut-être falloir monter un petit peu plus. Voilà, après je risque de perdre hein, dans la netteté de la photo, mais vous voyez que là on a quand même bien, regardez, avant, après. Voilà, on a quand même bien gagné. On va trouver un profil qui va bien. Neutre c'est pas mal, parce que ça permet de... Standard, non, standard il est trop contrasté. Neutre c'est pas mal, ça permet de récupérer dans les hautes lumières. De récupérer de l'information dans les hautes lumières. Alors vous voyez que l'histogramme, là c'est un peu comme si on était en studio. Il est évidemment très à gauche, pourquoi? Parce qu'il y a toute cette partie sombre, tout l'arrière-plan de la scène. Voilà. Alors je ne vais pas recadrer parce que j'ai pas envie de perdre ces faisceaux lumineux dans la fumée artificielle, et c'était bien sympa d'avoir ces trucs-là. Je vais baisser un petit peu les hautes lumières encore pour récupérer un peu de détails, surtout sur les artistes, là, les musiciens et la chanteuse. Voilà, on se retrouve avec un truc comme ça. Je vais quand même booster un petit peu le blanc avec parcimonie. Voilà, pour récupérer les faisceaux lumineux, le blanc et le noir, et ne pas perdre de détails sur les musiciens. Alors en même temps, on sait très bien qu'on ne va pas les avoir en détail parce qu'ils sont petits. Regardez la taille du visage du guitariste par rapport à toute l'image. C'est pas grand chose, donc évidemment, on ne s'attend pas à voir tous les détails de son visage. Hein. Mais l'important, c'est qu'ils ne soient pas complètement cramés, qu'ils soient, voilà, ils sont bien, ils sont pas mal. Voilà. Est-ce qu'avec ça, je peux récupérer encore un petit peu? Oui, oui, oui. Je récupère l'ambiance bleutée. Voilà. Et là, moi, je trouve que c'est assez sympa. Voilà. On peut s'amuser à faire quelque chose. On va essayer. Je ne sais pas ce que ça va donner. Avec les masques, là, on va chercher à faire une gamme de luminance.
pour taper que dans les tons clairs. Alors là, voilà, je vais venir chercher dans les tons clairs, par exemple ici, alors là c'est vraiment très blanc, mais là sur le front de ce musicien, hop, voilà, il m'a fait tout ça. Alors je ne voudrais pas non plus trop impacter ce qui est là-haut, mais si je descends un petit peu l'exposition générale, ou les hautes lumières, on va baisser que les hautes lumières, voilà, exposition générale, je sais pas quoi, voilà, ça donne ça, ouais, c'est pas mal. Qu'est-ce que j'ai récupéré? Ah ouais, j'ai récupéré. Oui, sur les visages, j'ai récupéré un peu, sans trop perdre. On le renomme HL comme haute lumière. On sort du module masque. Brut de capteur, on était comme ça. On est passé à ça. La différence n'est pas énorme, mais elle est quand même bien présente. Voilà. Dernière photo, je voudrais vous montrer comment redresser une photo. Là, l'objectif, c'est de rendre simplement les lignes droites, parce que voilà, j'étais avec un grand angle, j'étais au 48 mm, bon, c'est pas vraiment un grand angle, mais bon. En tout cas, comme j'ai photographié de bas en haut, il y a toutes ces lignes convergentes qui ne sont pas très intéressantes. Donc, les trucs habituels, détails, voilà. Le profil paysage, oui, pourquoi pas. Là, ça manque cruellement de blanc. Je vais aller chercher en surveillant le petit triangle là-haut. Hop, on y arrive. Je reviens un petit peu en arrière. Pour les noirs, pareil, ça va être plus rapide. Non, ils sont bien les noirs là. Voilà. Et là, par contre, je vais baisser les tons moyens. Ok. Je donne un petit peu de boost aux couleurs pour la couleur des balcons qui est en dégradé là. Et donc là, ce qui nous intéresse le plus, c'est de montrer, de voir comment on peut redresser ces lignes. Eh bien, je viens dans le module de développement. Ah non, c'est pas dans le module développement, pardon. Je me suis trompé, c'est dans le module transformation. Ici, j'ai cet outil qui s'appelle Upright, qui me permet de tracer des lignes. Je peux tracer 4 lignes, 2 horizontales, 2 verticales, et Lightroom va les interpréter en disant que ça doit être vertical ou horizontal parfaitement. C'est-à-dire que là, par exemple, cette ligne-là de son montant de l'immeuble, je me mets, vous voyez, ça fait une loupe à côté, je me mets bien dans l'angle, je clique, je maintiens le clic jusque là en bas, je me mets au même endroit sur la même ligne, je relâche. Le premier, ça fait rien, il en faut au moins 2 pour qu'il puisse comprendre ce qu'on veut. Là, je me mets pareil, je clique, je viens jusque là, je me mets au même endroit de la maçonnerie, je relâche, et il me les met, les deux lignes que je tracais, il les considère verticales maintenant. Donc il a déformé la photo pour que tout soit vertical. Je vais en faire une horizontale ici, je mets aussi de la loupe, comme ça, et ici, comme ça. Voilà, il garantit qu'elle soit horizontale, elle était déjà plus ou moins. Vous voyez que forcément il y a des pertes, hein, il a déformé la photo, elle n'est plus rectangulaire, donc j'ai des pertes. Donc je peux contraindre le recadrage. Voilà. Et là, on est parti de ça, on est arrivé à ça. Là, ce qui est intéressant, c'est pas tant la colorimétrie ou la luminosité que le travail de redressement des lignes. Voilà. Voilà pour cette première session. Je vous ai montré le traitement de cette douzaine de photos. Vous avez pu voir qu'on peut donc très facilement, très aisément, en 2-3 minutes, et encore là j'ai beaucoup parlé, mais si je me tais, si je fais mon traitement, en 2-3 minutes, on transforme complètement une photo, on en fait une image qui est très sympa, et c'est super agréable de voir apparaître une photo. Donc on aura le mois prochain une autre session, je continuerai à présenter peut-être plus en détail les outils vraiment de Lightroom, puisqu'on va commencer par Lightroom. Si ça vous intéresse, un jour je vous montrerai Photoshop qui est beaucoup plus puissant, qui peut faire des choses beaucoup plus intéressantes et beaucoup plus balèzes que ce que fait Lightroom. On verra ça donc plus tard si ça vous intéresse. Bonsoir ou bonjour ou au revoir.